Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme de cette émission, le Collectu. On parlera aujourd'hui de Djibouti qui veut créer une base spatiale en partenariat avec la Chine. On parlera aussi des entreprises françaises du spatial qui se maintiennent au Next 40 de la French Tech dévoilé cette semaine. Du Japon qui continue sur sa mauvaise série avec le lancement inaugural raté de la fusée H3. Et puis du télescope Euclide qui s'est dévoilé cette semaine lors d'une présentation. L'occasion pour nous de revenir sur le sujet et de comprendre les enjeux de cette mission qui doit aller explorer la matière noire. Nous aurons en Collectu le chef de projet en exploitation pour le CNES qui sera en ligne. Et puis en deuxième partie d'émission, c'est votre Space Talk. Et si demain nos smartphones étaient reliés directement aux constellations de satellites? Nous allons plonger dans le sujet encore exploratoire de la communication satellitaire sur smartphone alors qu'Apple présentait en septembre dernier sa toute première fonctionnalité dédiée. Jean-Luc Villemain, directeur des services et réseaux internationaux d'Orange, sera aux côtés de Maxime Puteaux, conseiller spécialiste des lanceurs pour Euroconsult en plateau. Voilà pour le programme, on démarre Smart Space sur Bismart. Bientôt une base spatiale en Afrique. Le président de Djibouti a annoncé vouloir construire une base spatiale sur son territoire. Cette base sera réalisée en partenariat avec la Chine qui renforce ainsi sa présence à Djibouti car le pays héberge déjà la toute première base militaire chinoise à l'étranger. Et d'ailleurs, construire une base de lancement, c'est aussi un enjeu stratégique militaire car son utilisation ne se limiterait pas nécessairement au lancement de satellites. Alors il faut savoir que Djibouti possède une position très convoitée puisque proche de l'équateur, une position idéale pour faire décoller des fusées à l'image de Kourou en Guyane. Mais bien que l'Afrique soit le continent le mieux placé pour lancer des satellites, il ne possède à ce jour aucun site de lancement en activité. Autre actualité, Bercy et la mission French Tech ont dévoilé les promotions 2023 du Next 40 et de la French Tech 120, sélection qui met en lumière les startups les plus prometteuses du pays. Côté spatial, pas de nouveaux arrivants, mais 2 acteurs du secteur sécurisent leur position en renouvelant leur sélection. Loft Orbital, au Next 40, qui propose des satellites en service, confirme sa croissance. Et côté French Tech 120, c'est Kineis, destiné à l'IoT, qui confirme sa position. Échec de lancement pour le Japon. Le lanceur spatial japonais de nouvelle génération H3, qui devait connaître son vol inaugural le vendredi dernier, a raté son décollage. La raison, une apparente défaillance de ses propulseurs d'appoint. La JAXA est réputée pourtant pour sa haute fiabilité des vols, mais elle a déjà connu en octobre dernier un échec avec un autre de ses lanceurs d'une gamme de plus petite taille, Epsilon. Il avait dû être alors détruit après son décollage en raison d'un problème de trajectoire. Il s'agissait à l'époque déjà du tout premier échec d'une fusée nippone depuis 2003. Enfin, le nouveau télescope européen qui doit analyser la matière noire et la déterminer a été présenté cette semaine. L'engin est doté d'équipements de dernière génération, dont un miroir d'1,2 m. Il est également équipé de plusieurs instruments dont capable de mesurer précisément la lumière émise à plus de 10 milliards d'années d'histoire cosmique. Alors, pour comprendre l'importance de ces recherches, nous avons en ligne avec nous Pierre Cazeneuve, chef de projet en exploitation d'Euclide au CNES. Bonjour Pierre, bienvenue dans Smart Space. Est-ce que vous pouvez nous révéler pourquoi c'est si important cette mission Euclide pour qu'on comprenne bien les enjeux d'aller explorer d'abord la matière noire? Oui, bonjour. Donc la mission Euclide est destinée à étudier ce qu'on appelle l'univers sombre, puisqu'en fait il faut savoir que selon les modèles cosmologiques actuels, de tout ce qui contient l'univers, on en connaîtrait 5%, la matière visible. Ensuite, il y aurait 25% de matière noire, donc une force de gravité qu'on ne voit pas, mais qui permet de faire tenir les galaxies entre elles et les étoiles au sein des galaxies.
et tout le reste, soit 70%, est appelé l'énergie noire. Donc c'est une énergie qui est derrière l'expansion de l'univers et dont on ne connaît pas non plus les caractéristiques. Donc l'objectif de la mission Euclide est de venir essayer de percer ces secrets autour de la matière noire et de l'énergie noire, voire de remettre en cause ce modèle cosmologique qui pourrait aussi se révéler ne pas tenir une fois l'intégralité de la mission et du relevé Euclide effectué. Alors comment on va faire pour révolutionner un petit peu la recherche scientifique avec un tel matériel? Comment ça fonctionne? Donc, le télescope Euclide est donc basé sur un miroir de 1,2 mètre et a à son bord deux instruments. Le premier, c'est l'instrument VISE, donc c'est un imageur dans le visible très grand champ, et il y a un spectrophotomètre infrarouge aussi à bord. Les deux vont venir faire un relevé de 1/3 de la voûte céleste, donc 15 000 degrés carrés, pour venir pour l'instrument VISE, venir mesurer ce qu'on appelle l'anti-âge gravitationnel faible, donc c'est-à-dire les déformations minimes que sur la forme des galaxies telles qu'on les voit nous, du fait de la matière noire. Tandis que l'instrument NISP, le spectrophotomètre infrarouge, lui va venir faire des études sur la répartition des galaxies, les regroupements de galaxies entre elles et des calculs de distance pour venir par une autre sonde essayer de venir aussi caractériser la matière noire et l'énergie sombre. Alors quand démarre la mission précisément? Est-ce qu'on a une date aujourd'hui? Oui, donc le lancement est prévu en juillet depuis Cap Canaveral sur une fusée Falcon 9. Ensuite, il y a bien sûr le satellite va au point de Lagrange L2, donc comme pour JWST l'année dernière, il y aura un mois de transfert jusqu'au point de Lagrange L2 Terre-Soleil. Ensuite, 2 mois de recettes en vol, de qualification et de calibration des instruments. Et ensuite, on sera parti pour 6 ans et demi de mission pour venir cartographier ces 15 000 degrés carrés. C'est le plus grand survey qui sera jamais effectué dans l'histoire spatiale. Pour vous donner une idée, on considère qu'en un jour, on va faire le relevé de 1 an fait par Hubble. Donc on est sur des chiffres qui sont largement supérieurs et qui vont nous permettre de découvrir énormément de choses dans tout l'univers en dehors de notre Voie lactée et du plan de l'écliptique du système solaire. Alors, qui aura accès aux données? Est-ce que, par exemple, les chercheurs français auront autant accès aux données que d'autres chercheurs européens? Comment ça va se passer? Donc tout ce qui est exploitation scientifique de la mission est géré au sein du consortium Euclide, qui est un regroupement de 17 pays, dont la France assure le lead et la responsabilité à l'IAP à Paris. Donc tous les chercheurs français membres de la collaboration auront accès aux données en priorité. Et ensuite, tout au long de la mission, il y aura 3 publications de données publiques à l'image de ce qui est fait sur Gaïa avec les data release 1, 2, 3 l'année dernière et la DR4 qui est en préparation. Sur Euclide, nous aurons 3 publications de données en 2025, 2027 et 2030 avec de plus en plus de zones du ciel couvertes et ces données seront mises à disposition de la communauté scientifique mondiale. Merci beaucoup Pierre Cazeneuve d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous éclairer sur cette mission Euclide destinée à explorer et à comprendre la matière noire. On poursuit quant à nous avec le Space Talk sur Bismart. Si l'on connectait directement nos smartphones aux satellites, c'est le sujet de notre talk aujourd'hui, ou comment dépoussiérer les télécommunications grâce au secteur spatial. Mais faut-il vraiment les dépoussiérer? Quel atout proposent les satellites que n'aurait pas notre réseau terrestre développé et surtout peut-être moins cher? On va essayer de faire le point sur ce passionnant sujet avec nos invités en plateau. À ma droite, Maxime Puteaux, conseiller spécialiste des lanceurs chez Euroconsult. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. À côté de vous, Jean-Luc Vuillemin, conseiller spécial en matière de technologie chez Orange. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors d'abord, on va éclaircir un point. Les communications satellitaires, c'est pas nouveau. Ça fait déjà quand même des années qu'on parle de ça. On imagine tout de suite ces fameux téléphones qui vont être utilisés peut-être par des espions. Enfin, j'en sais rien. Ça existe, la communication satellitaire aujourd'hui.
Alors oui, ça existe, vous avez raison Cécilia, et ça existe depuis même très longtemps. Il y a pratiquement une trentaine d'années déjà, on établissait des communications entre des terminaux au sol et des satellites, et on faisait passer de la voix. Les deux grands programmes qui sont bien connus, c'était le programme Iridium et puis le programme Globalstar dans les années 90-2000, et technologiquement ça marchait. Ça a été plutôt un échec commercial, mais technologiquement ça marchait. Après, ce qui arrive aujourd'hui, c'est un peu différent, puisqu'à l'époque on parlait de terminaux spécialisés, alors que maintenant, le terminal d'utilisation, c'est le smartphone que nous avons tous dans notre poche. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la communication terrestre qu'essaie de combler cette nouvelle technologie qui arrive un petit peu? Le vrai changement qu'on voit arriver depuis 2 ans, c'est des propositions où on arriverait à connecter nos smartphones tels qu'on les a aujourd'hui, ou les nouvelles générations, sans aucune modification supplémentaire ou appareil additionnel. Il faut bien comprendre que, comme le disait Jean-Luc, la téléphonie mobile par satellite des années 90, c'était des terminaux qui faisaient la taille d'une brique de lait. Et on imaginait à l'époque que tout à chacun, et en premier lieu l'homme d'affaires, se trimballerait avec ce genre d'appareil, qui ne fonctionnait pas d'ailleurs à l'intérieur, pour passer des appels partout. Il se trouve que la téléphonie mobile terrestre a été beaucoup plus avancée et s'est déployée beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait pensé. On a mis des antennes presque partout. Et là, la nouvelle proposition de la téléphonie par satellite direct, c'est de dire, avec vos téléphones tels qu'ils existent aujourd'hui, vous pourrez passer des appels et recevoir quelques messages. C'est ça la vraie différence. Sans aucune modification, toute la complexité, elle est du côté du satellite, et vous avec votre smartphone, vous pourrez vous connecter. Mais alors, à quoi ça servirait? Ce serait quoi les cas d'application? D'abord, je reviens sur un petit point. Quand on dit toute la complexité, elle est au niveau du satellite, non, pas tout à fait. Il y a quand même une vraie complexité cachée au niveau du téléphone. Et ce qui va permettre justement d'utiliser votre téléphone pour faire des communications satellites, c'est la 5G, puisque la 5G, c'est une technologie qui est une technologie hertzienne, mais pas uniquement mobile. Elle permet effectivement, en termes de standards, de mettre au point des communications vers le satellite. Et vos téléphones portables intègrent aujourd'hui une partie software qui permet l'établissement de ces communications et une partie hardware, puisqu'ils utilisent également des fréquences qui sont compatibles avec celles qu'on a sur les satellites aujourd'hui. Donc la technologie est là. La technologie est là. Bon, après, il y a quand même quelques petits aspects techniques à résoudre. Parce que établir une communication entre un téléphone, votre téléphone de tous les jours, et un satellite, c'est l'équivalent de vouloir accrocher une antenne relais à Madrid quand on est à Paris. Donc, on voit bien que ça pose quand même quelques petits problèmes au niveau physique. Et il y a effectivement un certain nombre d'ajustements à réaliser. Quels sont les cas d'usage? On parle de situations de crise où on a besoin de communiquer. Parce que c'est vrai que en Europe, c'est pas un énorme sujet, le besoin de connectivité, alors qu'aux États-Unis, ça peut l'être peut-être davantage. Alors, on a des zones blanches en Europe, mais la proposition des porteurs de projets essentiellement américains, c'est de dire aux opérateurs de téléphonie mobile, ne déployez pas des antennes partout, surtout en dehors des zones peu peuplées, ça ne vaut pas le coup. Abonnez-vous, nous en partenariat avec notre service de constellation par satellite, et nous pouvons servir ce service-là, cette connectivité pour vous. Alors on parle de cas d'usage de messages de secours, sans forcément catastrophe naturelle. Pouvoir appeler les secours, dire qu'on a un problème, c'est la proposition d'Apple avec l'iPhone 14. Ça peut évidemment être dans des situations d'urgence ou plus tendues, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est vraiment pas sur des cas d'usage identiques à ceux qu'on peut connaître sur des antennes 5G en ville. D'accord. On ne parle pas de regarder YouTube au milieu de nulle part. Oui, alors ceci dit, c'est vrai que la vraie problématique, c'est la problématique des zones blanches. Voilà. Il y a des endroits où c'est pas rentable d'un point de vue économique, puis il y a des endroits où c'est juste pas possible. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'implanter des stations relais au milieu du Mont Blanc, c'est juste un peu compliqué, quoi. Et pourtant, les gens ont besoin de communiquer à partir de ces zones, et c'est une problématique qui est mondiale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une problématique qui touche l'ensemble des pays, et on sait très bien qu'un des avantages du satellite, c'est sa capacité à apporter des réponses au niveau mondial et pas simplement au niveau local. Alors là, on se posait la question, est-ce qu'en tant qu'opérateur, c'est intéressant d'aller chercher ça? Est-ce que le besoin est suffisamment important pour que l'investissement soit posé? Alors ça, c'est une question assez complexe. Alors, s'agissant effectivement d'une solution globale et donc de constellations de satellites qui vont coûter plusieurs centaines de millions d'euros, c'est pas quelque chose qui est à la portée d'un opérateur en tant que tel. Voilà. Donc on est forcément dans une logique de mutualisation et donc de réalisation d'un outil qui sera à la disposition de l'ensemble des opérateurs de la planète. Bon, voilà. Après ça, même une fois qu'on a décidé de mutualiser cet outil, quel sera le modèle économique qui s'appliquera et est-ce qu'il y aura une vraie rentabilité?
C'est vraiment la question aujourd'hui. Au niveau technique, et malgré les complexités que j'ai évoquées précédemment, je suis assez confiant sur le fait qu'on trouvera une solution et que le système fonctionnera. Mais est-ce qu'on va arriver à trouver un modèle économique qui sera satisfaisant à la fois pour l'utilisateur, pour l'opérateur télécom et pour l'opérateur de satellite? Ça, c'est la vraie question du moment. Et on va être vraiment dans une phase d'apprentissage, parce que si on prend le cas de Apple, qui est aujourd'hui un des projets les plus avancés, le service est mis à disposition gratuitement pendant 2 ans. Et après, on comprend bien que ce sera quelque chose qui sera payant. Donc, oui. Il y a un modèle économique à trouver, définir. peut-être. Et il faudra, là, on teste. Donc, les clients d'iPhone vont servir de cobaye. Est-ce qu'ils vont être convaincus? Parce que alors là, Exactement. quand on nous présente la technologie en septembre, ce qu'on voit, c'est quand même quelque chose d'assez précaire, hein, quand on est habitué à la technologie d'un iPhone, ou par exemple. Ouais, alors là, je pense qu'il faut être très clair. Ce qui a été présenté aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'effet d'annonce, pour marquer un peu les esprits, pour indiquer que quelque chose va arriver, que dans la présentation de quelque chose qui ressemblera au service tel qu'il sera délivré à l'utilisateur d'ici quelques années, une fois que les constellations ad hoc auront été déployées. Je pense qu'il ne faut vraiment pas garder en tête ce qui a été présenté ou ce qui a été fait aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ce qu'on espère avoir à la fin d'ici quelques années. Qu'est-ce qui nous manque technologiquement pour arriver à un résultat optimal, à un service intéressant? Alors, il nous manque plusieurs choses. Le premier problème, comme j'ai évoqué, c'est l'aspect bilan de liaison. Donc, c'est la capacité à établir une connexion entre un smartphone qui a une puissance d'émission ridicule, inférieure à 1 watt, et une antenne encore plus ridicule, et un satellite qui sera à 1000-1500 km de distance. Donc là, on a un aspect physique. Il faut effectivement mettre en place l'ensemble des composants qui vont permettre d'équilibrer ce qu'on appelle le bilan de liaison. Et donc, la solution, ça passe par des satellites spécialisés qui ont conçu spécialement pour ça et qui vont mettre en œuvre des antennes qui ont littéralement la taille d'un terrain de football. Voilà. Parce que si vous avez une petite antenne d'un côté, il faut une beaucoup plus grosse antenne de l'autre. Et comme on ne peut pas mettre une grosse antenne sur un smartphone, on va mettre une très grosse antenne sur le satellite. Donc il va nous falloir ces satellites très spécialisés. Puis après, dès qu'on parle de téléphonie mobile, il y a un aspect extrêmement important, c'est les fréquences. Et la question, c'est quelles sont les fréquences qui vont être utilisées par ces services de voix vers le téléphone portable. Et là, il y a 2 approches, il y a 2 écoles. Il y a une école qui dit, demandons aux opérateurs mobiles de nous prêter les bandes de fréquences qu'ils utilisent. Ça tombe bien, dans une zone blanche, ils ne les utilisent pas parce qu'il n'y a pas de service, donc elles sont disponibles. Donc demandons-leur de nous prêter ces bandes de fréquences et on va les utiliser pour établir la communication sur les zones. Puis il y a une autre approche qui consiste à dire, oui, c'est possible ce que vous venez de dire, mais c'est quand même très compliqué. Donc finalement, il est plus simple d'utiliser des bandes satellites que le téléphone mobile peut capter, puisqu'aujourd'hui, les nouveaux téléphones mobiles en 5G peuvent utiliser des bandes de fréquences extrêmement élevées. Donc, prévoyons plutôt d'utiliser ces bandes de fréquences du satellite sur les mobiles à l'échelon international. Et là, il va falloir trancher entre ces 2 technologies qui, là aussi, présentent des avantages et des inconvénients. On se rend compte que ça peut être ce sujet, cette recherche technologique, le vecteur d'une nouvelle collaboration en fait entre les télécommunications et le secteur spatial. Et on en parle depuis déjà plusieurs mois de ce regain d'intérêt de télécom pour le secteur spatial. Maxime. Oui, c'est pas moins de 10 projets de constellations dédiés ou partagés qui veulent faire du direct to phone, avec des acteurs qui sont à des tailles relativement importantes et connus, SpaceX avec T-Mobile, Globalstar avec Apple et bien d'autres, et notamment en travaillant aussi avec des équipementiers de téléphonie mobile. Parce que une des clés de la dissémination de ce service, c'est autant du côté spatial que du côté terminaux, avec la construction de téléphones et donc l'implication d'Apple, Samsung et des autres géants de la téléphonie. Oui, il est nécessaire de communiquer pour que ces technologies aboutissent. Oui, et puis je crois que c'est un peu la collision de 2 mondes, parce que le monde des télécoms, c'est le monde des standards. Nous, on adore ça, les standards. On fonctionne sur la base de standards. C'est ce qui a permis d'ailleurs le décollement de la téléphonie mobile. Souvenez-vous, la téléphonie mobile, il y a 30 ans, c'était aussi chacun pour soi, chacun avait sa norme, etc. Et ça empêchait la création d'un marché mondial. Et c'est bien l'adoption de standards internationaux, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, qui a permis véritablement ce décollage de la téléphonie mobile à l'échelon planétaire, avec des terminaux qui utilisent les mêmes protocoles, des équipements qui utilisent les mêmes protocoles. À l'inverse, le satellite, c'est toujours un peu le monde du chacun pour soi. Et donc là, l'arrivée des télécoms et de la communication vers le mobile pour le satellite, c'est l'obligation de rentrer dans le monde des standards. Est-ce qu'on parle de constellation en orbite basse ?
Oui. Essentiellement. Obligatoirement? Alors, Si. la majorité des projets sont en orbite basse. Les projets chinois aujourd'hui veulent utiliser les satellites de navigation Beidou et certaines bandes de fréquences. Donc on est sur des orbites un peu plus hautes. Mais oui, la majorité, comme pour les raisons qui ont été évoquées par Jean-Luc, c'est avant tout l'orbite basse. Alors on comprend qu'il va y avoir très vite une guerre, parce que si on veut avoir ce service-là, dans la mesure où il y aura peu de constellations en orbite basse parce qu'il n'y aura pas suffisamment de place pour mettre tout le monde, et cette course a déjà commencé, on en parle souvent ici. De la même façon, les acteurs de télécommunications vont devoir peut-être pousser leurs champions, si j'ose dire, pour obtenir une place sur ce marché-là. Alors, je pense qu'il y a deux contraintes. Il y a une contrainte physique, effectivement, qui est liée au nombre de constellations que l'espace peut accueillir, même si l'espace c'est grand. Mais je crois surtout qu'il y a une contrainte économique. On est quand même sur un marché qui est relativement un peu important. Je ne sais pas si vous avez cet ordre d'idée en tête, mais l'ensemble des services de télécommunication du spatial, ce sera à terme 2% du chiffre d'affaires des opérateurs télécoms. Donc c'est vraiment extrêmement petit. Hein. On est en train de parler d'un marché, alors je dirais pas de niche, mais quand même, quoi. Et il n'y aura pas la place pour 50 acteurs au niveau économique. Il y aura de la place peut-être pour un, peut-être, c'est même pas sûr. Deux, ce sera beaucoup plus tangent et certainement pas pour plus. Comment va se positionner la constellation européenne, Iris, dans tout ça? Pour l'instant, ce n'est pas un cas d'usage qui est envisagé pour cette constellation. Elle couvre déjà énormément d'applications, des communications sécurisées, de la surveillance de l'espace, du bas débit. Ça serait compliqué de lui en rajouter une supplémentaire, même si je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui intéressera forcément les Européens pour des questions de souveraineté. Mais Iris vraiment répond à un besoin de souveraineté des institutionnels qui, pour l'instant, ne s'intéresse pas trop à la couverture des zones blanches. Donc, ce ne serait pas un besoin de souveraineté que de couvrir ce champ d'application? Il y a quand même peut-être des enjeux géopolitiques dans cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, il faut voir que la plupart des forces armées des pays occidentaux disposent de leur propre système de communication sécurisé. Syracuse en France permet ce genre d'échange. Voilà. Que à terme, il y ait une approche plus globalisée à travers une constellation, oui, c'est possible. Mais comme l'a dit Maxime, aujourd'hui, les enjeux d'Iris sont tels, il y a tellement de cas d'usage, c'est tellement compliqué, et les télécoms, enfin la partie communication, c'est tellement spécifique que je crois qu'il y a le temps. C'est pas la priorité. Réagir là-dessus, Maxime? Oui, il y a le calendrier qui a été avancé par le commissaire européen breton est tellement agressif qu'on ne peut pas vraiment se permettre de se diversifier et de perdre trop de temps sur un sujet qui encore doit être maîtrisé et qui nécessite une couverture globale. Mais alors, c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que là, on est dans la projection, encore, on parle d'une disruption technologique qui amène à peine ses premières pierres. Pourtant, il faut quand même aller assez vite, parce qu'à côté, le secteur spatial avance très vite, les constellations sont pour la plupart déjà en orbite. Technologiquement, il va falloir faire le rapprochement à un moment donné. Oui, mais on n'est pas en opposition. Hein. Par contre, il faut bien voir qu'on parle quand même de constellations qui, pour une grande partie d'entre elles, mettront en œuvre des matériels extrêmement spécifiques. Voilà. C'est pas l'ensemble des constellations qui sont déjà lancées, etc., qui vont du jour au lendemain acquérir la capacité de faire des communications voix sur les zones blanches. Mais il y a des sociétés qui ont déjà lancé des satellites, des preuves de concept pour réaliser un certain nombre de tests. Moi, je trouve que ça avance au contraire assez vite. Et il ne faut pas oublier que la normalisation sur les téléphones, elle est relativement récente et elle n'est pas encore tout à fait déployée sur l'ensemble des terminaux. Alors, avant de conclure, on peut revenir sur un point spécifique. Quand on a préparé cette émission, on a beaucoup parlé des antennes ensemble. Ça peut être intéressant d'explorer ce sujet, parce qu'en fait, rien n'avancera technologiquement si on n'arrive pas à débloquer ce sujet des antennes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour les personnes qui regardent cette émission? Mais sur le côté spatial, ça nécessite, comme l'a dit Jean-Luc, le développement et la démonstration d'antennes extrêmement grandes, avec des problématiques de contrôle du satellite, mais aussi de déploiement. Si on prend le cas de Starlink, on envisage le déploiement du service pour Starlink vers deuxième génération. C'est des satellites qui font plus de 300 kg, mais qui font 1,5 tonne et qui ont besoin d'être lancés avec Starship. Donc on parle de satellites extrêmement grands qui vont du coup devoir assurer toute cette complexité en même temps que le segment terrestre. Et moi, je suis peut-être plus préoccupé par le segment spatial,
de mon expérience que par la rapidité de la téléphonie mobile des équipementiers terrestres à développer du service, puisque des iPhones et Samsung sortent à une fréquence annuelle, sont développés sur des cycles relativement courts, alors quand on parle d'infrastructure spatiale, on est sur des projets de 5-7 ans et qui sont souvent en retard. On a un gros problème de timing quand même. J'ajouterais que sur les antennes, de toutes les façons, on va utiliser le téléphone de Monsieur Tout-le-Monde pour cette application. Donc il n'y a pas réellement de problématique sur les équipements terrestres d'antennes. Le problème des antennes, il est beaucoup plus sur les constellations, si j'ose dire, traditionnelles aujourd'hui, et c'est beaucoup plus un problème de coût. Aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir des antennes permettant d'adresser des constellations existantes ou à venir, des Starlink, des OneWeb, etc., à des prix qui sont compatibles avec des applications très grand public et à des coûts relativement maîtrisés. Et il y a probablement effectivement un champ de progression dans ce domaine dans les années à venir. Si on se projette rapidement avant de terminer, qui sera le prochain acteur à s'emparer du sujet? Quel va être le prochain jalon de ce développement technologique selon vous? Côté spatial ou terrestre? Vous choisissez. Alors, moi je pense que quand même le moteur aujourd'hui, il est plus du côté spatial que du côté terrestre. Comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de constellations qui ont déjà réalisé des preuves de concept, qui ont réalisé des simulateurs. Il y a des satellites qui sont en orbite et qui sont destinés à tester le système. Donc c'est indubitablement ces acteurs-là, qui sont des acteurs spécialisés sur ce créneau, qui vont tirer toute l'industrie. Et du côté des constellations, il va falloir aussi rapidement passer de l'étape du prototype et de la démonstration à la phase de déploiement global et de montrer qu'il y a un service. C'est ça, en fait. Il faut que le spatial joue son rôle pour aller convaincre les télécommunications en premier lieu. Moi, je dirais même au-delà de l'opérateur de téléphonie avec qui il va falloir forcément nouer un partenariat, il va falloir convaincre l'utilisateur moyen, vous, moi, que le service fonctionne et a un intérêt quitte à payer le supplément induit par ce surcoût. Et encore une fois, aujourd'hui, il va falloir définir ou ébaucher un business model, un partage de la valeur qui satisfasse l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, on n'y est pas, clairement. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps d'évoquer ce large sujet exploratoire, on peut le dire, de la communication, de la constellation reliée directement à nos smartphones. Ce sera peut-être une réalité demain. Jean-Luc Huimin, je rappelle que vous êtes conseiller spécial en matière de technologie chez Orange. Et nous, Maxime Plutot, spécialiste des lanceurs chez Euroconsult. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.